RCF. Chères auditrices, chers auditeurs d'RCF, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission La Semaine de Mouille le Maillot. Un beau programme ce soir, un très beau programme avec, comme chaque semaine à mes côtés, Armand Greffé qui est là. Bonsoir Armand. Et bonsoir à toutes et tous, on a de très belles choses ce soir en galerie, effectivement. Et l'équipe de France qui continue à faire plaisir. Tout à fait. Ils ont relevé la tête, une semaine magnifique pour nos handballeurs du Saint-Raphaël Handball. 100%. Ce qui donne un 0% pour Toulouse du coup. Bah, tout à fait. Voilà. Ouais, c'est bien. On en parlera, c'est avec Laurent qu'on en parlera, mon Lolo. Et bonsoir tout le monde. Et voilà, et puis on parlera d'autres choses comme le volet un peu plus difficile. Là, ça va moins bien. Un peu moins bien. Et un invité exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnel. Puisqu'il fait partie de l'équipe de France de biathlon. C'est Fabien Claude qui sera avec nous tout à l'heure. Tout à fait. Armand, on commence avec toi. Bonnes choses, de bonnes nouvelles pour les clubs de la région et pour l'équipe de France. Pour l'équipe de France, puisqu'elle a gagné son 13e match de suite, termine l'année invaincue avant d'attaquer le tournoi à destination au mois de fin janvier, début février. On espère mettre à 3 déplacements, dont un en Irlande. Alors ça va être un peu coton l'histoire. Non mais Grand Chelem sur cette cette année, oui. C'est zéro défaite. Zéro défaite. 13 victoires. 13 victoires, c'est dur de... Voilà. Si tu gagnes le Grand Chelem, tu es à hauteur du record d'invincibilité que co-détiennent les Blacks et les Anglais, avec 18 victoires. Mais va falloir se le tartiner celui-là. Ça va être autre chose, je pense. C'est pas les Anglais qui vont nous casser les pieds parce qu'ils sont mauvais, qu'ils en peuvent plus. Mais ils ont quand même fait une belle réaction contre les Blacks. Non, c'est que les Blacks se sont étiolés. Ils se sont étiolés tout seuls. Et puis voilà, ils prennent un carton jaune, ils terminent à 14 contre 15, mais c'est de leur faute. Le carton, normalement, ils doivent jamais le prendre. Les Blacks en bonne et due forme, ils le prennent pas. Mais bon, un très beau match, un match de l'équipe de France où ils ont expédié les affaires courantes. Un Charles Olivon qui fait toujours autant plaisir. On note un Charles Olivon impérial. Exceptionnel. C'est extraordinaire, il n'y a rien à dire. Et l'homme du match, il donne Anthony Gelonche. Moi, j'ai pas trop compris, mais bon. J'ai bien aimé le Lucu, moi, qui a fait un Maxime beau match. Lucu a fait un beau match, très sobre, comme d'habitude, et très efficace. Donc bon, voilà, rien à dire. On n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est que bravo messieurs et continuez. Antoine Dupont a pris pour son plaquage manqué 4 matchs, pendant que Dutoit, qui a explosé la tête de Danty, il en a pris que 3. Allez comprendre. Moi, ça, il y a des trucs qu'il faudra qu'on m'explique. C'est comme l'arbitrage de Rénal entre l'Angleterre et les Blacks. Il faudra aussi qu'on m'explique pourquoi ce monsieur est encore à ce niveau. Enfin bref. Il y en a eu tout le long du week-end avec cet essai Sudaf contre les Italiens en 4 temps, mais qu'il accepte quand même. Enfin, c'était. Bref. Il y en a eu. Il y a eu des particularités. Il y a eu. Bref, on va revenir à nos moutons. Le CARF était de repos. On a eu un joli match décevant de Yerkarke qui est allé perdre à Rennes, ce qu'il fallait pas faire parce qu'ils perdent d'une pénalité à la dernière seconde, 18-16. Ça fait qu'ils reviennent à juste devant Rennes. Avec, cela dit, quand même un petit matelas, puisque 8 points d'avance. Ils sont 12e sur 14. Mais il faut surtout expliquer que voilà, ces dernières secondes, pénalité face au poteau à 15 mètres. Et il a loupé. Et il l'a mis à côté. Ça arrive. Jean-Marc Doussin, Bézi à Toulouse. Enfin, la liste est longue. C'est dommage parce que dans l'histoire, tu perds 3 points. Tu perds 3 points dans l'histoire. Et puis surtout, tu perds un matelas, quoi. Je veux dire, c'est ça le problème. La Seine est allé gagner chez lui contre Dijon 29-10 et se retrouve 4e. C'est très bien. Et puis nos poulains du RCR, eux, ils ont gagné 32-24. J'étais au match. Je me suis régalé. C'était contre Bastia. On va écouter Jordan Bruno. Dis-moi, victoire 32-22. Difficile première mi-temps. Alors vous démarrez comme des fous sur les chapeaux de roue comme d'habitude. Et après vous faites remonter par une horde de pénalités, plus ou moins stupides d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, comme d'hab, quand on décide d'appliquer les consignes et de jouer notre jeu, ça se passe plutôt très bien. Il y a un moment donné... Gros travail des avants, on a noté. Ouais, gros travail des avants. Aujourd'hui, on a clairement dominé devant, mais on s'est mis à rater quelques plaquages en milieu de première mi-temps et ça nous met un peu dans le jus. En fait, on les a jamais mis à distance alors qu'on aurait dû les mettre à distance. Vous les avez remis dans le circuit vous-même, quoi. Et chaque fois qu'on prenait un peu le large, on les remettait dans le jeu en ratant des plaquages, en leur laissant marquer des points au pied ou en marquant un essai ou deux. Et on les a toujours laissés espérer jusqu'en deuxième mi-temps, quoi. Deuxième mi-temps un peu plus limpide, beaucoup de casse par contre. Ouais, deuxième mi-temps plus limpide, ouais. On a remis les bases et on a beaucoup travaillé. On a remis les mains devant, on a retravaillé devant. Derrière, on a un Fanfan, Régiment 10, qui a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. Un super match, ouais. Et d'ailleurs, il est homme du match aujourd'hui. Quand on applique les consignes, c'est pas compliqué, ça marche, quoi, tu vois.
C'est toujours la même chose. Hein. On a corrigé la défense en deuxième mi-temps et puis à partir du moment où les mecs ils arrivent plus à franchir, tu gagnes. Hein. C'est clair. Arbitre sympa, il a fait son taf Arbitre correctement. sympa, on était encore sous la tutelle d'un délégué aujourd'hui, ça fait 2 matchs, on a purgé notre peine. En plus, bon. un délégué pas forcément agréable. Non, mais il a fait son rôle de délégué. Voilà. Écoute, il fallait qu'on passe par là, ça fait 2 fois, les 2 matchs sont purgés, c'est bon. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce qu'on a loupé ce match à l'extérieur contre Pernay-Fontaine. Alors Pernay-Fontaine, non, ça se passe bien, on était déjà sous délégué, c'était du match d'avant à Sanary où il y a eu quelques échauffourées. Bon. Aujourd'hui, tu vois, on arrive quand même sur un match avec 2 rouges qui ont pris 6 matchs de suspension chacun. On arrive avec 9 blessés en plus de ça. Là, t'en as remis 3 apparemment aujourd'hui. Ouais, c'est des points de suture, ça les empêchera pas de jouer dimanche prochain, mais on sait qu'on est sur une série il nous reste encore 4 ou 5 matchs à jouer d'affilée. On les enchaîne à cause du terrain qu'on a dû décaler. Tout à fait. Écoute, c'est notre premier match à la maison, il y avait un petit peu de monde, il y avait de l'ambiance. Il y avait un temps magnifique. Il y avait un beau temps. Terrain pas trop dur quand même. Le terrain ça va, alors nous tu sais on joue dessus on s'entraîne dessus depuis un moment, donc on a pris l'habitude du terrain un peu dur, mais il était correct, il a été validé de façon, donc c'est qu'il était bon et content de rester invaincu au Rocher depuis la création du club et ça c'est primordial, c'est primordial. Je suis content aussi qu'on ait une belle minute de silence au début du match. Tout à fait. Et on y tenait fort et la victoire n'est que mieux après tout ça. On est content, très content. C'est effectivement un bel hommage. Ouais. Et puis on se verra demain matin. Hein, on se verra demain matin. On va soigner un peu les bobos ce soir et demain on sera là. Ok, on te remercie. Bon, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont quand même la bagatelle de 12 blessés. Une équipe. Oui, pratiquement une équipe. Et qui vont à Sorgues, qui font pas partie précisément du club des poètes disparus. Non, puis là-bas, j'y suis allé quelques fois. Le stade est entouré de certains endroits peu fréquentables. C'est pas forcément agréable d'aller là-bas. Je vous parle d'expérience. C'est vraiment une histoire bizarre. Tu vas jouer à la gabelle, quoi, en gros. En gros, ouais, c'est ça. Et donc, voilà, Jordan et Marvin étaient un peu, et Gwen également, ainsi que Christophe, étaient un peu sur la défensive dans cette histoire parce qu'ils vont pas récupérer grand monde avant les vacances de Noël. Donc ça va être compliqué pour eux. Mais bon, ils sont 4e au classement, la vie est belle, on continue et tout va bien. Petit mot juste pour les filles de La Valette. Alors, La Valette Toulon maintenant, elles ont perdu, mais elles ont perdu contre un leader invaincu, le Stade Français, de très très peu. Elles perdent 21-15 je crois, maintenant 15-14 à 10 minutes de la fin. Donc ça, c'est une belle performance pour une équipe qui est en train de grandir et qui est en train de créer quelque chose. J'ai tendance à toujours dire que c'est les filles de La Valette, ce n'est plus La Valette, puisque c'est vraiment toute la région de tout le bassin toulonnais qui crée quelque chose. La TPM. Donc voilà. Mon ami Jeannot Zarazagad, là-haut, qui est un des fondateurs de cette section féminine, doit être aux anges. Et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver aux féminines de fusionner comme ça. Bon, quelques petites larmes avant le sourire. On va commencer par le volley, Lolo. On aura de belles choses à dire après avec le hand. Je me mets à rigoler maintenant ou pas? Non, c'était pas très drôle finalement. C'était pas super drôle parce que malheureusement les garçons de Fréjus n'ont pas réussi à garder cette bonne dynamique qu'ils avaient après leur victoire justement contre Rennes le week-end dernier avec leur défaite à Ajaccio 3-7-0. Pas grand chose à dire, il va falloir relever la tête. Il y a un calendrier maintenant qui va s'annoncer un peu plus favorable pour eux. C'est dommage. Là, c'est vrai que maintenant, tu es tout en bas du classement avec ton futur adversaire. On compte pas France Avenir. C'était pas la place qu'on attendait, mais bon. Alors, moi, je peux dire, enfin, je sais pas, enfin, le volley, bon, je regarde pas trop et tout, mais je sais que c'est marrant de perdre comme ça à Ajaccio. Il y a une ambiance spéciale. En plus, la salle, je la connais. Hein. C'est la salle Rossi. C'est la salle du handball aussi. Tu vois. Après, Ajaccio était une petite équipe. Ça joue. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus honteux de perdre là-bas. Donc, et quand tu vois que les tribunes elles sont en hauteur, mais t'as plus de spectateurs au bord du terrain que dans les tribunes, ça doit mettre une sacrée pression. Il y a plusieurs arbitres. Voilà, c'est ça. Même au hand, hein, moi-même qui ai arbitré là-bas, je vais te dire un truc. C'était comme ça. Bah après, on va voir. Il y a toujours le capitaine Soane Falafala qui est blessé. Je sais pas si j'ai pas pu regarder si Dani Macaro a pu jouer, mais s'il joue, il est pas encore à 100%. Voilà, c'était 2 pièces médias qui sont pas dommage, qui sont pas là. Par rapport aux objectifs. De la saison. Voilà, on en parlera dans le calendrier. Là maintenant, il va y avoir 2 matchs très importants parce que tu vas jouer, tu vas recevoir l'équipe qui est ex aequo avec toi avant de jouer contre France Avenir.
Donc ça va être, on en parlera après parce qu'en plus à Lyon il y a un ami qui est là-bas maintenant, donc on en parlera après. D'accord. Enfin voilà, mauvaise nouvelle pour les garçons et les filles nous ont fait le même match qu'ont fait les garçons contre Martigues. C'est-à-dire que malheureusement, je pense qu'elles étaient HS après une période où elles ont été jouées à Nancy et surtout un match d'anthologie à Paris, perdu 3-2, mais en sauvant 8 balles de match, en perdant 24-20 dans le 4e, gagnant le 7-30-28. En perdant 7 à tie break, revenir à 13-13, enfin elles ont tout donné. Là pour moi j'ai vu une équipe sans énergie. J'espère que c'est ça, parce que le niveau de jeu était malheureusement assez faible. Et comment tu peux t'écrouler comme ça? Physiquement, après voilà, je vais pas tirer sur quiconque ou sur aucune joueuse. C'est pas à moi de le faire, mais Alizé Cambera-Béraud va te manquer, on est plusieurs à le dire. Voilà, et notamment à la récep où tu as beaucoup de mal, elle va te manquer. On va quand même écouter l'entraîneur Riccardo Marchesi et on sent sa déception au micro quand même. Et oui, on est arrivé un peu fatigué sur le moment, mais ça ne doit pas être un alibi. Mentalement, on n'a pas approché les matchs comme le dernier. Comme d'habitude, on a fait les derniers 3 matchs. Et là, on a trop laissé. Et c'est une équipe familière, comme toute l'équipe dans le championnat, que tu permis de jouer, ils vont nous faire bien. Et ce soir, on a nous tué, c'est simplement ça. Ce qui t'a déplu aujourd'hui, c'est plus quoi, le niveau de jeu ou l'attitude des joueuses où on a senti qu'elles donnaient pas 100% de leur capacité? C'est tout connecté à la fin parce que oui, je suis un peu énervé pour l'attitude, mais la fin, l'attitude, c'est une conséquence de la fatigue mentale et physique. Non. C'est tout lié, c'est normal. Et après, il faut démarrer à être capable de les gérer parce que dans les championnats, dans les sports, ça arrive. Comme c'est pour nous, c'est pour les autres équipes, pareil. Hein. C'est pas que ça change beaucoup. Simplement que là, on doit monter beaucoup à niveau. Oui. On a vu notamment, enfin pour ma part, j'ai constaté qu'il y avait des difficultés, notamment à la réception. Ça vous a coûté pas mal de points, je pense, ce soir. Oui, mais on sait bien qu'on n'est pas fort en réception. Si on ne travaille pas, ça tombe le niveau, comme c'est arrivé à Paris un peu. Ce soir, pareil. Et on n'a pas le temps de trop travailler parce qu'on enchaîne 2 matchs par semaine. C'est normal, c'est un peu normal qu'une équipe jeune qui techniquement n'est pas trop stable va tomber un peu. Mais après, il faut réagir, simplement être capable de réagir, de retourner dans notre situation et puis c'est encore plus fort. Tu l'as déjà dit, c'est un championnat très homogène, tout le monde peut battre tout le monde. On l'a vu ce soir notamment avec l'équipe de Nancy qui est allée gagner au Canet. Vraiment 3-7-1. Donc tout peut se passer. Les prochains rendez-vous, vous allez à Levallois avant de recevoir un des ogres sur le championnat de Nantes. Vous y allez avec le couteau entre les dents et pour ramener le plus de points possible. Oui, chaque match cette année c'est vraiment impressionnant. Le championnat c'est incroyable, mais c'est beau comme ça. Et après, il faut considérer match après match, pas regarder trop les classements et faire notre boulot, notre travail. Après, on verra où on peut arriver. Bon, ce soir c'est un accident. On se relève et prochain match, victoire. C'est ça. Merci Ricardo, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Voilà, il ne veut pas se cacher derrière les excuses, il ne veut pas se cacher derrière ça. Il a raison, je veux dire, normal. Il y a un moment, parce que pour l'histoire, tu sais que je suis aussi le speaker de l'équipe. Oui. Entre le 2e et 3e set, j'étais obligé de monter le son de la musique, sinon on n'entendait que lui hurler dans le gymnase. Il était une colère noire. Tu m'étonnes. J'aurais pas aimé être ses joueuses parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est un Guy Laporte du volley ou quoi? C'est un Guy, je sais pas, mais j'aurais dit un Bernard peut-être. Ah, Bernard Laporte peut-être. Oh putain. Mais c'est à fatiguer, excusez-moi. Mais c'est vrai que c'était assez malheureux. Prochain match, tu vas à Levallois, donc normalement c'est plus qu'à ta portée. C'est 3-0 là-bas. Ouais, même 3, on les prend. Ah, il faut 3 points. Il faut 3 points. Bon. Avant de recevoir ce qui, pour moi, un peu comme au hand, est l'ogre de la saison, c'est Nantes. Bon au volley féminin, c'est pas. Ah, c'est Nantes aussi? Ouais, c'est lourd. C'est pas le Canet ou. Alors, pour l'histoire, le Canet a perdu à domicile contre Nancy, que toi, t'as battu 3-0 chez eux mardi week-end dernier. Mulhouse a perdu 3-1 chez lui contre Paris, que toi, t'as failli battre à Paris. Enfin, le championnat en ce moment, c'est tout et n'importe quoi. Et si les filles de Saint-Raphaël, elles faisaient tous leurs matchs à l'extérieur, peut-être qu'elles pourquoi pas non, mais dis-le rigolant. Non, je pense que là, il y a eu un gros début de championnat où ça jouait tous les 3 jours, beaucoup de fatigue, des joueuses qui sont arrivées tardivement, comme Arisa Inoue qui arrivait tardivement, comme Anne-Laure Margerier qui arrivait tardivement, Tata Capitaine qui était blessée, qui revient, on sent qu'elle n'est pas encore à 100%. Beaucoup de joueuses étrangères qui ont besoin de s'acclimater, un nouveau staff, une nouvelle équipe. Bon,
peut-être que tout ça font que si maintenant l'équipe, je sais qu'il y a du talent, il y a des capacités, retrouve ce niveau, il y a de belles choses à faire, mais par contre, tu as brûlé un très très gros joker contre Chamalières à domicile, cette défaite 3-0. Ça, c'est une certitude. Ça va faire mal. Ça risque de faire mal. Ça risque de peser la balance. Mais enfin, on est toujours derrière elle et je suis sûr qu'elles vont nous surprendre encore. La bonne nouvelle, et pas du week-end, mais de la semaine. Parce qu'on a vécu. Enfin! Puis on a vécu 2 matchs extraordinaires. Au moins dans l'intensité et dans la dramaturgie du premier. Bon. Si tu te au moins ça. Bon, ça va. Alors, je peux? Vas-y. Mardi, Coupe de France, nickel. T'es devant tout le long. Et là, t'as pas ta traque. Il se passe quoi? Tu fais une Raphaëloise. Tu rentres au vestiaire à la mi-temps. Tu reviens, mais c'est comme si tu étais resté un quart d'heure. Et après, tu cravaches. Tu reviens, tu as le 7 mètres à la dernière seconde. Excuse-moi du peu, mais... Ouais, il lui fait une prise de judo quand même. Il lui fait une prise de judo. Mais dis pas ça, il lui fait une prise de judo. Bref. Il est dans les... Il est dans les 7 mètres. Bref, on voit pas la même action. Enfin bref. Voilà, séance de tir et tout, avec une sacrée ambiance, avec une intensité, un suspense, machin, formidable. Avec le petit Munoz du centre de formation qui te remet dans le match sur la séance. Non, ok. Là, bon. Et hier, voilà, c'est un Saint-Raphaël à 2 visages. Celui qu'on aimerait voir toute la saison. Ben, tout à fait, surtout la première mi-temps. Oui. Très très belle première mi-temps. Où là, défensivement, attaque et tout, un super Michael Robin derrière, un Pachal extraordinaire. Retrouvé. Ah ouais. Tu veux que je te raconte une petite anecdote? Vas-y. Tu sais que pendant les pénaltys, moi je mets un peu de musique comme à chaque fois jusqu'à ce que l'arbitre siffle. Tellement ils étaient énervés à Toulouse, ils sont allés voir le délégué pour que j'arrête de mettre la musique pendant les pénaltys de Toulouse parce que ça déconcentrait les joueurs. Oui, tout à fait. Oui, comme si ça déconcentrait. Non, voilà. Non, mais c'est pour dire où ils en étaient à ce moment-là quand ils étaient perdus. Alors, sache une chose. Oui, tout à fait. Quand une équipe elle est comme ça veut dire qu'elle est complètement déboussolée et que l'entraîneur n'a aucune solution. C'est ça. Il trouve une excuse. Il trouve une excuse lambda, machin. C'est-à-dire qu'il n'est incapable de remettre son équipe dans le droit chemin. Incapable. Voilà. À partir du moment où tu es asphyxié comme ça, mais après, ils se sont fait asphyxier les Toulousains. Franchement, j'ai vu une équipe raphaëloise. Impressionnant. Et tu vois, ça pourrait presque donner des regrets sur certains matchs où si tu avais pu tenir ce niveau de jeu un peu plus longtemps. Je pense à Nantes. Je pense à Chambéry. Chambéry surtout. Chambéry. Ces et même et Dunkerque. Mais de toute façon, Benjamin Brault va nous en parler. Voilà. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, très très belle victoire, menée de bout en blanc. Ah oui, on a fait un gros match où dès le début on a imprimé notre rythme, on a su tenir jusqu'à la fin et remporter ce deuxième match de suite contre Toulouse. Non, une grosse intensité au niveau de l'attaque et au niveau de la défense pendant toute la première mi-temps. Ouais, je crois que la première mi-temps c'est vraiment une mi-temps presque parfaite. Là on l'a découpé ce matin avec mon adjoint. Voilà, on fait 3 pertes de balles, on joue vraiment très bien, on est quasiment à 100% de réussite en attaque. Et deuxième mi-temps, ils ont joué à 7, donc ça a cassé un peu le rythme. Et donc du coup, c'était un petit peu plus difficile de maîtriser tout ça, mais globalement, on a fait une très bonne prestation. On l'a vu justement dans les premiers matchs, c'est vrai que la défense, il y a des moments où c'était un peu en difficulté. Là, on a vu en première mi-temps, on se demandait si Toulouse allait arriver à marquer par moment. Parce qu'on a vu que soit en défense, ça tenait magnifiquement. Et puis derrière, comme j'ai pu te le dire déjà, Mickaël qui a fait un match extraordinaire. C'est vrai. Très très belle partie de Mickaël. En première mi-temps, je me dis, ils n'arriveront même pas à marquer, c'est pas possible. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on tient bien la défense à Dunkerque, malgré la défaite. On avait très bien défendu. Maintenant, faut pas voir que le nombre de buts marqués, parce qu'on a utilisé beaucoup le jeu rapide en début d'année. Non, je pense qu'on l'utilise un petit peu moins, mais on essaie vraiment de se positionner défensivement et qu'on crée une vraie identité défensive. Oui, parce que quand on voit le score 36-32, c'est pas du tout un match de défense, hein, généralement. Quand on voit 68 buts en 60 minutes, on se dit mais les défenses elles sont percées. Mais non, bien au contraire, ça veut rien dire. Ouais, ils ont joué beau. Je crois qu'il y a beaucoup de défense maintenant. Ça a augmenté le nombre de ballons joués parce que là, par exemple, Toulouse a joué à 7 contre 6. Donc, du coup, on a eu beaucoup d'occasions dans le but vide. Donc, eux ont eu beaucoup d'attaques, beaucoup plus d'attaques. Donc, dans le ratio, je pense qu'on a été très bon là.
Je l'ai pas encore tout à fait finalisé, mais je crois qu'on a fait une grosse partie défensivement et offensivement, on n'a pas perdu trop de ballons, donc ça c'est intéressant. Bon, avec un petit passage à vide où Toulouse revient à 4 buts quand même. Ouais, Après un écart de 8 buts à la mi-temps. 6 buts à la mi-temps. Et ils reviennent à 3, je crois. Ouais, ils reviennent à 3 et là on s'est posé quelques questions si ça n'allait pas recommencer comme mardi. Et on peut toujours se poser des questions, nous on doit trouver des réponses. Voilà, il y a eu 2-3 arrêts déterminants de Mika Robin à ce moment-là. Dans un jet de 7 mètres. Voilà, dont un jet de 7 mètres, c'est une balle de moins 3. Maintenant, c'est pas parce qu'on a plus 8 à la mi-temps qu'on va gagner plus 16 à la fin du match. Non, c'est sûr. Voilà, faut pas être utopiste, on peut pas maintenir ce niveau et cette intensité-là tout le temps. On a forcément des passages un petit peu moins bien. Aujourd'hui, on les a maîtrisés ou au moins on les a contenus. Donc voilà, cette équipe avance, cette équipe progresse. Elle peut encore faire mieux. Elle est capable d'avoir un super niveau de jeu, très très haut, très très élevé, comme en première mi-temps. Un petit peu moins bon, mais on a en deuxième mi-temps par exemple, mais on doit gagner en régularité, mais on est capable d'aller très haut et ça c'est déjà bien. Bah, tu le dis, c'est une équipe qui peut encore prouver beaucoup de choses. Moi, il y a aussi un joueur qui m'a plu ce week-end, ce dimanche, parce que je le trouvais un petit peu en difficulté, notamment après sa blessure l'an passé. Il avait un peu de mal à redevenir, c'était Drévi Pachal, qui pour moi a fait son meilleur match de la saison. Et je l'ai trouvé, le Drévi qu'on a envie de voir avec Saint-Raphaël. Spectaculaire, on dira. Un Drévi Pachal spectaculaire. Oui, moi je suis pas surpris. C'est le niveau auquel je l'attends. Oui, on l'attend tous justement à ce niveau-là, mais on l'avait pas encore vu cette saison arriver à sortir une telle prestation. Voilà, et il a ses pépins physiques, j'espère qu'ils sont derrière lui. On le fait un peu travail arrière, donc il a joué arrière, c'est une vraie solution. Il a fini le match notamment à ce poste-là. Voilà, avec Raph Cochetot, on a une super paire d'ailiers, donc ils alternent. Aujourd'hui, c'était Drévi qui était bon. On l'attend à ce niveau-là, et Raph, en complément avec Raph, donc on est très satisfait de les avoir dans le groupe. J'imagine. Bon, là, il va y avoir une montagne qui va se dresser devant toi ce week-end. J'imagine que tu as quand même préparé ce match pour faire bonne figure et surtout bien finir l'année avec le calendrier qui suit derrière. Voilà, l'idée c'est de faire dans la globalité, c'est-à-dire on prend match après match. Ouais. Et Paris aujourd'hui, on y va avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'ambition aussi. Et pourquoi pas? On les a vus en difficulté contre Chartres. Voilà, et pourquoi pas? Il faut les emmener dans un money time, mais après dans un money time tout est possible. Maintenant, voilà, on a commencé un petit peu aujourd'hui à regarder Paris, parce que le match de Toulouse c'était quand même hier. Donc on a aussi analysé notre performance. Et on verra avec les joueurs, on a coupé un petit peu parce que ça fait longtemps qu'on enchaîne. Donc on les revoit mercredi, là ils ont un peu de repos parce qu'on joue que dimanche à Paris. Mais on aura le temps de préparer ça et on va bien le préparer avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'ambition. Bon, en tout cas, quand on voit la prestation de ce dimanche, on peut avoir de belles ambitions pour ce club de Saint-Raphaël qui, s'il monte en puissance au long de la saison, à mon avis, finira... à la place espérée. À la place espérée, voilà, on ne dira pas plus. Ça, on verra bien. En tout cas, nous on avance. J'ai vu des super attitudes, j'ai vu un super public. Voilà, ça prend forme tout ça. Voilà. On travaille dessus pour le public. On travaille dessus, ça prend forme. Voilà. Benjamin, je te remercie beaucoup. Merci. Eh ben, on te dit à très vite. Match à Paris. Puis nous, on se retrouve le 2 pour Créteil. Voilà. Et on se cale lundi prochain pour l'interview au cas où. Eh ben, sans problème. Allez, je te remercie beaucoup, Benjamin. Merci. Ciao. Au revoir. Il a dit, voilà, donc. Alors, effectivement, tenir 60 minutes comme ils le font par mi-temps, c'est pas possible. Enfin, il y a eu une intensité. Non, il y a toujours. Ils n'ont pas craqué cette fois. Non, c'est ça le truc. Bon, malgré que tu fais un 20-14 en première, tu perds la deuxième mi-temps 18-16. Voilà. Bon, après, les gens, ils se disent 36-32, comme je dis, c'est un gros score. Mais non, je veux dire, il y a eu. Ça va vite à 200 à l'heure maintenant. À peine t'es placé, boum, ça marque, boum. Mais il y a des arrêts, il y a des fautes, il y a des 7 mètres, il y a des 2 minutes. Ouais, j'imagine que le match de Michael Robin a dû te faire plaisir, toi qui... Hein, franchement, honnêtement... Il a fait lever les foules. Hein, ça a été une... Franchement, honnêtement, moi, c'est une super recrue. Oui. C'est une super recrue. Ça a été une bonne idée d'avoir trouvé ce numéro 2. Qui peut être un numéro 1. Il peut, je pense que tu as 2 numéros 1 de toute façon. Ouais. Et heureusement qu'il n'y a pas, comment te dire, une guéguerre entre les deux. Non. Ils s'entendent super bien. Les deux, ils ont maintenant un âge. Voilà, ils sont plus vers la fin que sur le début. Voilà. Mais imagine pour le petit Munoz qui a ces 2 monstres devant lui et pour apprendre à être gardien.
Bah ouais, mais je vais te dire un truc. Tu as Vincent Gérard, Michael Robin, je vais te dire un truc. Godin dans le staff encore, je crois. Hein Godin, il doit être encore dans le stade. Dans le staff. Je pense. Je oui. crois. Donc il a quand même 3 pas mauvais pour avoir quelques conseils. Ouais. Mais oui, puisque Christian Godin, je crois qu'il est conseiller du président. Donc il y a de quoi faire. Je vais dire. Donc voilà. Et je sais pas si on pourra jouer tous les dimanches après-midi. En tout cas, grâce à ça, une salle pleine. Ouais. Ils ont fait la présentation. Malgré le super beau temps. Ouais, mais ils ont fait la présentation des jeunes de l'école de handball de Saint-Raph. Une superbe ambiance. Voilà, de plus en plus l'ambiance à Krakowski devient très intéressante avec ce petit cop de supporters qui est en train d'émerger. Qui est en train d'émerger. Voilà, ça va essayer de pousser tout le monde. En tout cas, le club est en train de tourner. Il est en train de se passer quelque chose dans ce club. Ouais, je pense. Ça va grandir petit à petit. Et si les résultats suivent, je pense que il va y avoir une dynamique. Il peut y avoir quelque chose de pas mal et une deuxième partie de saison très très intéressante pour Saint-Raphaël. Tout à fait. Toujours handball. Toujours handball, oui, avec nos Fréjussiens. Ah, alors cette fois. 35-23 à hier. Pour eux, avec le sourire. Évidemment. Avec le sourire. Évidemment, non. Ils ont bien redressé la barre. Une très large, une large victoire. Belle victoire, voilà. 12 buts. 12 buts, rien à dire, machin. Gilles Sanchez va nous en parler. Oui, on s'est repris par rapport à la semaine dernière où on n'a pas montré une attitude suffisante pour pouvoir gagner un match serré à l'extérieur. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait, donc on s'est réunis cette semaine, on a pas mal parlé, on a reconnu et j'espère compris certaines choses. Et donc tout de suite, on est rentré dans le match tout de suite avec un esprit vraiment différent, contre une équipe qui était quand même moins forte que celle de la semaine d'avant. Hein. Mais en tout cas, on l'a abordé de la meilleure des manières, on s'est détaché rapidement et on a été sérieux et appliqué jusqu'aux dernières minutes. Bon, t'étais au complet, il y a eu des blessés ou pas? Il n'y a pas eu de blessés, non. J'avais des joueurs qui n'étaient pas là parce que c'était un match de report et qui avaient prévu des trucs sur cette date de report avec leur famille. Mais bon, ceux qui ont remplacé ont très bien tenu la baraque, se sont très bien comportés. Est-ce que ça relance les objectifs? Non, l'objectif c'est toujours, comme je t'ai dit la dernière fois, de finir dans les 4 premiers. Donc on est dans la course. Après, pour aller chercher la montée, on a déjà 6 points de retard sur Draguignan, leader invaincu. Donc ça me paraît compliqué, même si les cartes vont être un petit peu rabattues pour la deuxième phase. Je sais pas comment ils vont remettre les compteurs à zéro. J'ai pas bien compris si on va encore avoir ces points de retard qu'on avait au départ là, de pénalité, ou si on les aura plus, je sais pas encore. Donc écoute, je réfléchis pas comme ça. On met un peu de pression avec cette histoire de montée. On essaie juste de s'améliorer et de rectifier les choses qui n'ont pas été d'un week-end à l'autre, et puis d'évoluer, tout simplement. D'accord. Donc concentration uniquement de match après match. Voilà, vous abordez vos matchs tranquillement, un après l'autre, sans vous prendre la tête. On se prend, on se prend pas la tête. On a toujours une grosse envie de gagner. J'espère qu'on a tous la même envie. En tout cas, sur ce que j'ai vu ce week-end, ça m'a rassuré. Et oui, on veut finir le plus haut possible. Hein. Après, tu sais, dans une deuxième phase, pour une équipe réserve, tu sais jamais comment ça va tourner. Hein. L'équipe première peut avoir des blessés, ils peuvent piocher dans la réserve. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont pas tenir toute la saison sans perdre un match. Mais bon, le problème, c'est que nous, on n'a plus le droit à l'erreur. Tu vois, donc, vous avez mangé vos jokers. On peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Sachant que là, on va à Ciotat chez le deuxième, donc ça va être très compliqué aussi. Mais bon, voilà, si jamais on se comporte comme ce week-end, on aura nos chances, je pense. Bon, alors, donc, ce week-end, déplacement à la Ciotat, c'est ça? Ouais. Et après, réception de Draguignan. De Draguignan, le 4 décembre, au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Bon, on y sera. Je te remercie beaucoup, Gilles, et passe une bonne soirée. Ciao, ciao. Merci, ciao. Il est moins crispé déjà. Oui, il est moins crispé. Voilà, ça a été du sérieux. Ils ont, comme il dit, ils ont discuté toute la semaine. Voilà, à mon avis, Gilles, quand il prend les joueurs à part et qu'il a envie de discuter, je peux te dire. Ça tremble un peu dans les couloirs. Ils sont en garde à vous. Ouais. Ils sont en garde à vous parce que Gilles, c'est quelqu'un au niveau
au niveau d'entraîneur, c'est quelqu'un de très rigoureux. Il sait dire les choses. Mais il envoie aussi. Hein. Je veux te dire que c'est quelqu'un de très sérieux. Et voilà. Et comme il dit, ces joueurs, ils ont été appliqués. Ils ont fait une semaine parfaite. Au niveau de l'entraînement, au niveau de l'intensité, ça s'est vu sur le match. Voilà, il n'y a rien à dire. Là, bon, les objectifs, c'est 4e. Après, il ne sait pas pour la deuxième phase s'ils repartent avec les points, avec des points comment ça s'appelle, les points en retard, pas les points en retard. En fin de compte, c'est un peu le fouillis, leur championnat de pré-national. Voilà. Donc, mais on ne sait jamais. Voilà. Là, samedi. Qu'il se fasse plaisir déjà, qu'il fasse plaisir un peu tout à fait. Et après, si. Non, il prend un match par match, tranquille. Façon, voilà. C'est un peu ce qu'on entend de tous les entraîneurs. J'entends rarement un entraîneur dire ouais, bah écoute, moi je prépare déjà le match dans 4-5 mois, voir comment ça se passe. Compétition après compétition, match après match, c'est comme ça qu'on passe. Et puis de toute façon, je pense que c'est comme ça qu'on se pollue le moins le cerveau. Tout à fait. Je pense. On passe maintenant à notre invité du soir et on a la chance d'avoir un membre de l'équipe de France de biathlon. Tout à fait. Ça fait vraiment plaisir. Tout à Avec Fabien Claude. Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous. Bon Fabien, là on t'imagine en pleine préparation dans les starting blocks avant le début de cette saison de biathlon qui commence dans une petite semaine maintenant. Comment se passe cette préparation pour l'instant? Une belle victoire, on l'a vu il y a une petite semaine à Hydre en individuel. En Suède. Comment ça se passe pour toi? Alors là, on a fini la phase de préparation, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'on commence la préparation le 1er mai, donc on a seulement un mois de break en avril. Et ensuite, on enchaîne les heures d'entraînement en montant en intensité vers le début de saison. Et là, on est à J-7 de l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est des petits fignolages, mais en tout cas, ça fait plaisir. La forme est là, le tir est là, et donc on va rien réinventer ces 7 jours. On va faire attention à pas tomber malade, pas se blesser, et puis voilà. Ouais. Oui, on a vu ça. En plus, tu as un petit clin d'œil. Ça m'a fait sourire. Tu es champion de Suède. Oui, c'est vrai que en mi-octobre, j'étais champion de France de poursuite dans le Jura. Et ensuite, la course d'après, c'était les championnats de Suède parce qu'on est allé se tester face aux Suédois et d'autres nations. Donc, c'était les premières courses internationales la semaine dernière. Et donc, c'est moi qui ai gagné la première course. Et donc, j'aurais raflé le titre. Chez eux en plus. C'est assez drôle. Ça. Tu parles suédois? Non. J'avais une petite question parce que tu parlais de ta préparation qui a commencé donc en mai. Tu as quasiment autant, voire plus de temps de préparation que de temps de compétition alors? Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est la particularité de notre sport. On a 7 mois de préparation et 4 mois de compétition. Mais c'est vrai qu'en fait, tout le foncier, toutes les heures d'entraînement, on en bouffe tout l'été. C'est vrai que c'est là où on en fait le plus. Et à partir de l'automne, on commence à réduire un peu les heures d'entraînement, même si ça reste conséquent sur les grosses semaines volume. Et ensuite, la préparation, elle se termine à peu près en ce moment, 15-20 novembre, où vraiment on fait chuter les heures à basse intensité et on fait beaucoup de haute intensité. Donc voilà, c'est vrai que pendant les courses, quand on court comme là la première semaine de Coupe du Monde, donc ça attaque mardi prochain. Et on enchaîne, si on court le relais, si on est sélectionné pour courir le relais, on enchaîne 4 courses en 6 jours. Ah oui. Donc on a très peu de moments de répit, on va dire. Il faut être prêt. Et en fait, pendant les courses, c'est pas là que tu vas développer quelque chose. Tu vas faire uniquement de la récup et de l'oxygénation pour récupérer entre les courses. Donc si tu arrives avec 0 base, tu auras 0 base, quoi. Entre le mois de mai et le mois d'octobre, oui, on va dire entre le mois de mai et le mois d'octobre, au niveau de la prépa, comment ça se passe exactement? Explique à nos auditeurs. Alors, c'est vrai qu'on va dire sur le mois de mai-juin, on va être plutôt sur une préparation physique générale. Donc avec beaucoup d'heures, par exemple, en vélo. C'est vrai que j'aime bien aller rouler dans le sud déjà début mai. Comme ça, ça permet d'avoir du beau temps, de reprendre par un sport qu'on a laissé depuis 5-6 mois. Donc beaucoup de vélo, de la muscu avec on attaque par du poids de corps et puis après une fois qu'on sent qu'on est prêt, on commence à se mettre sous les barres avec différents types de préparation musculaire. Et ensuite le gros du boulot, ça se fait l'été, c'est les mois de mi-juin jusqu'à mi-septembre. Là on a vraiment 3 mois qui sont
sont très importants. On est à environ 90 heures de physique. Donc ça, c'est que le physique, c'est sans le tir. Donc ça fait à peu près 3 heures par jour, sachant qu'en fait, on fonctionne par bloc. Donc on fonctionne sur 3 semaines de volume, 1 semaine de récup. Et donc, les semaines de volume, il y a les plus grosses semaines, elles atteignent pas loin de 30 heures de physique. Donc, faut aimer se faire mal, en fait. Ouais, voilà, c'est des semaines qui sont aussi dures parce que des fois c'est lassant et il faut y aller quand même s'il pleut, même s'il fait froid, même si l'été en général on essaye d'aller chercher les spots où il fait beau. Dans nos montagnes des fois il pleut. Ouais, vous vous entraînez sur alors l'été, si je comprends bien, c'est vous vous entraînez sur des skis à roulettes, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est notre moyen d'entraînement privilégié, on va dire, parce que on a la chance de pouvoir avoir exactement la même gestuelle. Par contre, c'est vrai que c'est très différent parce qu'on n'a pas la glisse, mais ça se rapproche bien plus du ski que la course à pied, par exemple, même si on fait beaucoup de course à pied également sur l'été, quoi. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que dans les 90 heures, tu inclus les heures de travail au tir? Comment ça se passe pour le tir? C'est pour ça que je disais vraiment le physique. Donc c'est quantifiable en physique où vraiment on note nos heures d'entraînement. On a une planif, on va dire demain je sais que j'ai 2 heures à faire le matin, 1h30 l'après-midi, etc. Par contre au tir c'est 2 phases différentes. Sur le mois de mai-juin on attaque sur du tir de précision. Donc c'est vraiment du tir au repos, c'est complètement dissocié du physique. On est à peu près entre 4 et 5 séances par semaine. Donc là, on va y passer 2 heures par jour, par exemple, avec la carabine, faire les derniers réglages, modifier la crosse, la poignée, etc. Et après, à partir de juillet, on commence à mixer l'effort physique et le tir. Donc en fait, c'est pendant nos séances. Donc par exemple, si on a 2 heures de ski à roulette à faire avec du tir, eh ben, ça va être 2 heures effectives. Donc à chaque fois qu'on s'arrête au tir, le chrono s'arrête également. Et donc le tir, on le quantifie pas comme le physique, mais voilà, en tout cas on tire tous les jours à partir de l'été, quoi. Est-ce que vous travaillez aussi la désynchronisation des membres, à savoir comme les batteurs, tu sais, un batteur doit avoir les pieds synchronisés par rapport à ses bras et ses mains. Ouais, on fait pas mal de travail spécifique, ce qu'on appelle du train séparé, donc de la poussée, notamment en ski à roulette, ou alors carrément on enlève les bâtons. Et là, c'est que nos membres inférieurs qui nous propulsent, quoi. Donc c'est vraiment, mais c'est encore une fois un travail spécifique qu'on appelle de l'endurance de force, etc. Donc on n'en fait pas tous les jours. C'est comme la musculation, on n'en fait pas tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment un mix à trouver entre trop en faire et basculer dans une fatigue, mais à la fois il faut être fatigué parce que si t'es pas fatigué, c'est que t'en as pas fait assez. Donc voilà, c'est vraiment bien répartir tout ça, bien surveiller de pas basculer du côté obscur. Et puis après, c'est les grosses erreurs, on va dire, facilement évitées, on va dire. Une question, dis-moi, c'est un entraînement individuel ou en groupe avec Émilien Jacquelin, Fillon-Maillet, tout ça? Alors on est en groupe fédéral. On fonctionne, c'est assez, on va dire, assez surprenant le fonctionnement de la Fédération française de ski. C'est vrai que c'est comme si c'était en fait une équipe privée, un club, parce que on est alors plus ça va et plus on y est, c'est clair. Par exemple, sur le mois de mai, on va être allé 8-9 jours avec l'équipe. Sur le mois de juin, on va être 12 jours, etc. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur le mois d'août, par exemple, j'ai été 22 jours en stage. Donc voilà, on est on va dire 2/3 du temps en stage ou en compétition. Et après, l'hiver, comme par exemple, je pars samedi en Finlande et je rentrerai après le Grand Bornand, donc le 18 décembre. D'accord. Donc ça fait des longues périodes ensemble, donc heureusement qu'on s'entend bien c'est mieux. tous, quoi. C'est mieux. Ouais, Alors, c'est ça. juste avant d'arriver sur tes ambitions et sur les ambitions de l'équipe de France, petite question encore une fois sur la préparation, parce qu'on entend souvent dire qu'on arrive à une pointe de forme selon comment on se prépare. En décembre, en janvier, en février, on se prépare pour les JO, on se prépare pour pour le championnat du monde. Toi, comment ça s'est passé la préparation? C'est pour arriver à une pic de forme à quel moment pour l'équipe de France par rapport aux autres? Alors nous, c'est ce que je disais, c'est la prépa est tellement longue et à la fois la saison est tellement longue que j'ai envie de dire que ce soit fin novembre ou fin mars, finalement les courses comptent quasiment pareil, sur la Coupe du Monde. Après, on a un gros objectif qui sont les championnats du monde en février, c'est clair, mais de toute façon, avant d'être au championnat du monde en février, il faudra être bon avant. Comme pour faire des minima, entre guillemets, personne n'est réellement assuré d'avoir sa place.
même si certains ont plus le pied dans l'étrier que d'autres. J'imagine. Mais voilà, on se prépare en tout cas pour avoir une forme globale, un niveau de ski le meilleur possible sur 4 mois. Et après, voilà, quand on revient par exemple sur la période de Noël, après 3 semaines de compétition, et là on va faire un peu de récup et derrière on repart sur un bloc de travail sur 5-6 jours qui peuvent des fois faire la diff sur janvier et à chaque fois c'est pareil. C'est une vie galérien votre histoire. Tu l'es pas par téléphone, mais à chaque fois que tu expliques des trucs, t'as Armand, il est là, il fait une tête, il dit oh là là, il décompose, il doit se dire mais c'est des grands malades quoi. Ah ouais, après clair. C'est vrai que c'est aussi notre métier c'est pour ça que quand les gens me demandent à côté si j'ai un métier, je leur dis non parce que quand tu fais un entraînement matin, tu fais pas la maçonnerie, non, tu fais pas non. C'est vrai que j'ai la chance maintenant d'être à l'armée française. Donc voilà, d'avoir un salaire comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Et ensuite, forcément, j'ai aussi des partenaires privés qui permettent tout ça de faire que je me consacre uniquement à mon sport et pour essayer d'être le meilleur possible, quoi. Ouais, alors on va venir maintenant aux ambitions. Alors tes ambitions personnelles et celles de l'équipe de France, parce qu'on sait qu'on a avec la Norvège, sans doute, vous êtes les 2 meilleures nations du monde en biathlon. N'oublie pas les Russes. Ils ont le droit de participer, les Russes. Oublie pas les Russes. Ils sont quand même un peu en dessous. On l'a vu ces dernières années. Il y a quand même 2 nations qui prennent quasiment tout sur le podium. Ça va être quoi cette année pour l'équipe de France majoritairement, il va jouer. On sait que Fillon-Maillet sort d'une très belle saison entre les JO et le gros globe de cristal. Est-ce que ça va être de conserver ça ou ça va être le championnat du monde particulièrement? Non, je pense que je vais pas parler à leur place, mais je pense que Quentin, il a clairement des ambitions de renouveler sa performance de l'an dernier, d'aller chercher un globe. Emilien, il l'a annoncé, donc il a aussi envie d'aller jouer ce globe. Moi, je l'annonce pas parce que pour l'instant, je m'en sens pas encore capable. J'ai déjà envie. Et pourquoi? Parce que je pense que j'ai pas encore la régularité au plus haut niveau pour aller jouer un globe de cristal. Si ça vient, tant mieux. Mais je me considère plus à aller essayer de truster les podiums régulièrement. Une victoire, il faut déjà débloquer aussi ce compteur. Et après, pour moi, un top 5 au général, c'est un gros objectif de saison, clairement. C'est un peu ce que j'avais entendu quand tu as gagné l'individuel, quand tu as été interviewé par Alexis Boeuf sur l'équipe. C'est qu'en fait, ce que tu aimerais, c'est avoir de la régularité. Là, tu en as eu dans les top 10. Tu as fait ta meilleure saison dans les top 10 la saison dernière. Et tu aimerais maintenant être régulier sur les podiums. C'est ça maintenant ce que tu aimerais, c'est que Fabien Claude soit nommé plus souvent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai 3 podiums individuels à mon actif. J'ai envie de gonfler ce chiffre pour aussi, dans un but et dans un projet de 4 ans, j'ai envie d'arriver au jeu dans 4 ans avec des grosses ambitions. Et dans la tête, c'est toujours plus facile de se dire, OK, aujourd'hui, je peux aller être champion olympique quand tu as déjà gagné 5 fois et que tu as fait 15 podiums plutôt que quand tu n'as jamais gagné. C'est vrai que voilà, dans la tête, ça peut peser et j'ai envie en tout cas de partir sur ce gros projet de 4 ans pour être performant au JO dans 4 ans et ça passera par aller chercher des super courses au niveau international. Est-ce qu'on peut dire que ton objectif sera les JO? Oui, c'est vrai, je m'en cache pas. Hein. Les JO, cette année, je suis revenu argenté des Jeux de Pékin en relais. Tout à fait. J'ai fait aussi des très bonnes performances individuelles, mais j'ai envie de... Quand je vois Quentin, les JO qu'il a fait, ça me donne clairement envie de plus. Ça me donne clairement envie de plus. Je ne sais pas si je serais capable d'arriver à ce niveau-là, mais en tout cas, j'ai envie de me donner les moyens et l'ambition d'arriver à ce niveau-là. Et donc voilà, clairement, l'ambition, c'est d'être très performant dans 4 ans au JO et de partir avec une base déjà très solide, quoi. Qu'est-ce qui fait que une personne comme Fillon-Maillet et toi, il y a une différence? Pourtant, c'est la même préparation. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Bien sûr. Après, génétiquement, chacun a des qualités différentes, on va dire. Mentalement aussi, c'est du travail. C'est toujours dur de répondre à ces questions parce que bien sûr qu'on a la même prépa, mais à la fois, ce serait trop facile si tu mettais 2 athlètes avec la même prépa et qu'ils avaient exactement le même niveau. En sport de haut niveau, ça marche pas comme ça. Il y a énormément d'aléas et aussi,
Je pense que Quentin, par exemple, a une VO2 max, c'est même pas je pense, je sais qu'il a une VO2 max plus élevée que moi. Donc forcément, peut-être sur une fin de course, les 5 secondes que lui arrive à gratter, que j'arrive pas à gratter, ça peut faire une différence. Donc voilà, chacun travaille un peu dans ses points forts, ses points faibles, mais voilà, je pense qu'on a des vraies caractéristiques différentes et il s'avère que pour l'instant, il est largement bien devant, quoi. Oh, tu reviendras vite. J'espère. C'est beau de pouvoir revenir à ce niveau-là. Bien sûr. Et justement, il y a un autre animal dans cette compétition qui est Johannes Beu, qui est juste un phénomène pour moi quand je le vois. Quand on court avec un mec comme ça et que par exemple on est en poursuite et qu'on a 20 secondes d'avance sur Johannes Beu, comment on sent le vent derrière? Parce que c'est un gars c'est une fusée sur les skis. Ouais, c'est vrai que moi, Johannes, c'est pour moi c'est le meilleur biathlète sur le circuit. C'est vrai que quand les balles elles passent. Je l'admire parce que il est très rapide sur les skis. Je l'admirais encore plus quand il était jeune puisqu'il avait clairement une insouciance au tir, capable d'envoyer des tirs phénoménaux et ça passait souvent. Il était aussi très précoce parce qu'il était junior 2, il gagnait déjà devant Martin à son plus haut niveau. Donc non, je l'admire clairement. Après, l'objectif, si je veux aller chercher des victoires, il faudra aussi le battre. Il faudra battre tout le monde de toute façon. Donc voilà, si je me retrouve avec 20 secondes d'avance en poursuite, je ferai ma course, je continuerai. Après, je sais que même s'il va très vite sur les skis, je suis quand même plutôt pas mal aussi sur les skis et je sais que je ne vais pas me faire reprendre 20 secondes comme ça dans un tour normalement, sauf défaillance réelle. Mais voilà, en tout cas, l'objectif, ce sera déjà de me concentrer sur moi et ensuite on verra ce qui se passe. Je l'ai déjà battu sur un dernier tour pour un podium, donc voilà. Je peux recommencer. Et pourquoi pas la semaine prochaine? Donc première compétition la semaine prochaine, c'est ça ou ça? C'est ça. Oui, à Kontiolahti en Finlande. En Finlande. Sur l'équipe 21, parce que je pense que ça vous fait du bien aussi, sur l'équipe 21 pour aller suivre. Clairement, voilà. Clairement, ouais. Et moi, c'est sûr, voilà. c'est sûr que je vais suivre parce que j'adore ce sport. Voilà. Fabien, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. De ton temps, merci de tous ces gens. On pourrait encore parler des heures avec toi, malheureusement le temps nous a un peu compté, donc voilà. Mais un grand merci pour le temps que tu nous as accordé. J'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir très vite à nouveau à notre micro. Merci. Je te remercie et bon courage et bonne saison à toi. Ça marche, merci beaucoup. À très bientôt. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Un plaisir de l'avoir. J'aurais pu passer 2 heures avec lui. Ouais, grave. J'aurais pu passer parce que je peux pas dire dans les conditions où j'ai en boîte. Non, pas du tout. Ça a été une rencontre l'année dernière. Il est simple, il parle facile. Mais franchement, très abordable. Moi, j'avais parlé, j'avais dit voilà, Fabien Claude, voilà, je fais partie mouille le maillot. J'ai expliqué ce que c'était et tout. Il me dit voilà, est-ce que ça te dirait un jour de nous accorder une interview et tout? Il me dit mais aucun problème. Il m'a dit tu m'appelles et tout, voilà. Donc super. Et franchement, j'ai été là. C'est vrai que c'est un sport et je pense qu'on peut remercier la chaîne L'Équipe pour ça parce qu'ils nous offrent un sport vraiment. Moi, je pense attractif. que ça devrait passer autre que sur la chaîne L'Équipe. Ça reste sur la chaîne. Ils vont la faire payer après. Reste sur la chaîne L'Équipe. Non, sur France 2, France 3. Je sais pas. Moi, je me suis habitué en plus à ceux qui commentent maintenant. Oui. Moi, Alexis Beuf, j'adore. Tanguy Carwaz, j'adore. Voilà, donc moi c'est mes rendez-vous l'après-midi, tac, il y a les deux, c'est spectaculaire, on a une équipe de France qui performe, on a des adversaires qui sont là pour titiller aussi, je me régale, ça dure pas super longtemps, une course, la plus longue c'est 1 heure, ça quand on regarde sur l'individuel c'est un peu plus long, mais une course c'est 1 heure, mais c'est un sport, moi je suis admiratif de ces sportifs parce que tu mélanges le physique tel qu'il en a et parlé, la concentration, mélanger tu te tapes quand même un 15 km. T'imagines la VMA des mecs et dans le 15 km, tu tires 2 fois ou 4 fois. 2 fois couché, 2 fois debout, machin, et tu repars, et si tu rates, tu fais un tour d'anneau. 250 mètres de plus. 150 mètres. 250. Non, 150 je crois. 150 peut-être. 150 mètres. 150 mètres. C'est déjà pas mal. Tu fais 150 mètres en plus et tout.
Et à un moment donné, voilà quoi. Et quand tu es sur le sprint, ça bouge. La mass start, ils partent tous en même temps, les 30 meilleurs. Les 30 meilleurs, tous en même temps. Enfin, par rapport au décalage de temps. Là, ça c'est la poursuite. La mass start, c'est tout le monde, c'est les 30 premiers qui partent. 30 ça c'est la poursuite. Après, tu as l'individuel. Enfin, c'est super, les relais. C'est un sport, si vous ne le connaissez pas, malade. Sincèrement, si vous ne connaissez pas, regardez, c'est un régal. Et puis, on a la chance d'avoir des gars comme Fabien Claude et d'avoir peut-être le meilleur biathlon en tout cas de la saison dernière, Fillon-Maillet qui était là, qui a remporté le gros club de Cristal, qui a 2 ou 3 médailles d'or au JO et 5 médailles. 5 médailles, je crois qu'il y en a 3, il y en a 2 en or, 2 en or, 3 en argent. 3 en argent, je crois. Enfin, il a fait une belle saison. Ouais. Il a fait une belle saison. Magnifique. Avec toutes ces émotions et après cette belle émission, on va passer maintenant à notre agenda, mon Lolo, et on va commencer. Agenda. On va commencer avec le rugby et un match qui sera sans doute chargé d'émotions dimanche à Eugène Rossi. Donc allez-y pour un dernier hommage à Benjamin Prat, qui, vous le savez, est parti tragiquement la semaine dernière. Et il y a eu déjà de vibrants hommages qui ont été faits au volley de Saint-Raphaël, au hand de Saint-Raphaël. Et mardi, qui a eu un très très bel hommage mardi. Lors du match de Coupe de France. Oui, de hand, il y a eu également au volley. Mais je pense que c'est tout le monde a à cœur de rendre un dernier hommage à Benjamin. Ce sera très beau. Il a été important pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Et ça se passera dimanche à Eugène Rossi. Le match c'est contre Montélimar, mais je pense que ça passera au second plan. Le principal sera ailleurs et on espère malgré tout qu'il sur le terrain lui rendront un bel hommage également en remportant une belle victoire et en ramenant le bonus avec. Voilà, en tout cas, ça se passera dimanche à Eugène Rossi avec d'abord la B qui commencera à 13h30, la première derrière à 15h, 15h15. Mais voilà, venez le plus nombreux possible et soyez nombreux pour rendre hommage à Benjamin. Ensuite, on va avoir également l'équipe du RCR qui sera en déplacement à Sorgues. Ça va être un déplacement sympathique pour y avoir joué 2-3 fois. Ouais. Ils vont pas rigoler tous les jours, je pense, mais c'est déplacement qu'on doit faire, hein, il faut y aller. Donc pourquoi pas. On va avoir également nos amis de Toulon qui reprennent le top 14 et qui vont jouer au Stade Français. Gros match là-bas à Paris, parce que Paris fait une très très belle saison cette année. Ouais. Donc ça va pas être simple. Et puis je vais parler un peu de la Valette qui reprend également et qui va recevoir à la Valette à domicile la très belle équipe de Gruissant. C'est âpre, c'est solide. Mais il va falloir marquer des points pour donner un petit peu d'air pour les Valettois. J'espère qu'ils le feront et j'en doute pas. Voilà pour le rugby. Au niveau du hand. Alors le handball, dimanche, comme Benjamin nous l'a dit, dimanche c'est déplacement chez le deuxième ogre du handball français. Celui qui est l'ogre depuis bien longtemps déjà. Hein. Oui, mais cette année, il y avait, tu verras, Nantes sera devant le PSG. Donc un déplacement à Paris. Voilà. Nos amis, les voisins de l'entente Fréjus-Val d'Argence se déplacent chez le deuxième, la Ciotat en pré-national. Les filles du Val d'Argence en national 2 féminine se déplaceront, reprendre la compétition ce week-end parce qu'il y a eu une trêve suite au championnat d'Europe dont les Françaises ont fini 4e, malheureusement. Eh oui, on espérait un peu mieux, mais bon, la Norvège était bien au-dessus. C'est dommage, après le début de compétition qu'elles aient fait, qu'elles ne ramènent même pas une petite breloque. Ouais, c'est vrai. Une petite déception quand même. Tout à fait. Donc les filles du Val d'Argent iront à la Garde samedi 26 à 20h30. Bon. Volley avec les filles tout d'abord qui vont se déplacer le week-end prochain à Levallois. Donc l'équipe promue. C'est comme on disait tout à l'heure, faut prendre 3 points. On a brûlé un joker, là maintenant faut réparer ça et prendre 3 points à Levallois. Et nos amis fréjussiens qui eux vont jouer également ce week-end. Bon, ça va pas être le match le plus simple, même si habituellement c'est censé être, mais ils vont quand même jouer contre France Avenir 2024. Et on sait que ça a été quelque temps la bête noire de cette équipe fréjussienne. Donc ils vont les recevoir à 20h samedi. Soyez nombreux à la salle Sainte-Croix pour les encourager. Ils en ont besoin. Et puis surtout, je pense que plus la victoire, il faut qu'ils arrivent à se rassurer un peu dans leur jeu.
Donc voilà pour le calendrier de la semaine. Je pense qu'on a tout dit. Qu'est-ce que t'en penses? Tout, ouais. Dédé, qu'est-ce que t'en penses? On a tout dit? Bon, on va boire un coup pour débriefer tout ça. Allez, on va débriefer notre émission. Allez, en tout cas, merci à tous, merci à toutes. Dédé, comme chaque semaine, merci pour tout ce que tu fais. Ouais. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain. Tout à fait. Allez, ciao. Ciao.